Ouais. Allez, c'est parti. Eh ben, Écoute, est-ce que tu peux ouais. nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui a été le déclic pour que toi, tu commences à t'intéresser à l'écologie et puis on va dire à commencer ta nouvelle carrière, ta nouvelle vie? Ah ouais, ok. Bah là, il y en a eu deux, en fait. Ok, il y en a eu deux, en fait. Le premier déclic, ça a été la naissance de Maxime, qui a 20 ans maintenant. Je me suis rendu compte en lisant un journal, je vivais à Montréal, et je lis un journal que j'ai acheté que j'avais trouvé dans un magasin bio. On mangeait déjà plutôt végétarien, on avait déjà une certaine sensibilité. Et je lis dans un journal gratuit que les OGM ne peuvent pas être étiquetés au Canada. Que c'est illégal de savoir qu'on mange des OGM. Et ça, on est en 1999 à Montréal. Alors là, je me vois encore en train de lire ça, je vois rouge, la colère me prend et je me dis mais c'est pas possible. Tout d'un coup, la responsabilité du monde que j'allais offrir à mon gamin m'a sauté en pleine figure. Et il y avait le nom de l'association. Je suis allée à la réunion d'information et je me suis engagée, mais à fond dans cette cause-là. Tout de suite, j'ai adhéré, tout de suite, j'ai participé, j'ai fait du bénévolat, on a organisé des manifestations et on allait étiqueter dans les supermarchés les produits qui étaient potentiellement fabriqués à base d'OGM. Moi, n'étant pas euh, citoyenne canadienne, je ne le faisais pas, je n'étiquetais pas, mais j'étais sur le trottoir et j'informais les gens. On leur proposait, c'était dans notre pédagogie, de regarder les paniers, leur sac, et de leur dire, bah voilà, tel ingrédient c'est sûr il y a des OGM, tel autre il y a probablement des OGM, et tel autre non c'est bon, probablement pas. Mais ce manque de liberté, ce manque de transparence, ça a été le moteur le plus puissant pour moi parce que j'étais jeune maman. Mon gamin avait 9 mois en fait quand ça s'est passé. Et il m'a suivi partout, sauf aux manifestations de nuit. Mais ouais, il m'a suivi partout dans ces temps-là. Ça a été la première des choses. Le deuxième déclic, ça a été oui, j'étais dans les arts appliqués, j'étais restauratrice de patrimoine, de peinture murale, donc essentiellement dans le patrimoine religieux à Montréal toujours. Et gros conflit avec ma collègue de boulot, alors que ça faisait plusieurs années que je faisais partie de cette entreprise directement avec le conservateur. Et à un moment donné, j'ai dit à Patrick, donc à mon boss, Pat, je te donne 1 mois pour me remplacer. Intérieurement, j'étais arrivée à mon quota. Je ne pouvais plus. Je me mettais en danger physique. Donc il fallait arrêter. Moi-même, j'étais surprise de cet ultimatum très clair. Mais voilà, je lui ai dit. Puis j'ai assumé le truc. Lui, il était OK, parce qu'il voyait bien que ça faisait des mois qu'on se débattait à essayer de trouver des solutions tous. Et on n'en trouvait pas. Et quand je me vois en train de... Je vais prendre le métro, j'allais aller voir mon homéopathe. Là aussi, Maxime était petit, il avait 18 mois, quelque chose comme ça. Et j'allais voir mon homéopathe. Et en chemin, je me dis, Agnès, qu'est-ce que tu voulais faire à 9 ans? Je ne sais pas pourquoi, hein. Des fois, il y a des phrases qui arrivent comme ça. Et la réponse qui est sortie, c'est sorcière. Alors quand on a une réponse comme ça, on ne peut pas faire celle qui n'a pas entendu. J'étais un peu surprise, amusée aussi. Donc j'arrive chez mon homéopathe et je lui dis, Mona, voilà la réponse que j'ai eue à la question qu'est-ce que je voulais faire à 9 ans, sorcière. Et elle dit, oh, génial, trop bien. Il y a 2 nanas qui ont ouvert l'année dernière une école d'herboristerie. Va les voir de ma part, tu verras, elles sont super. Je suis donc allée les voir et c'est l'école Flora Medicina qui est maintenant une très grosse école. Même, ils donnent des cours par correspondance, etc. Très très chouette école qui voit la plante vraiment dans sa globalité. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le monde des plantes. Je me suis formée auprès de cette école, j'ai fait une partie de l'école. J'ai pas fait mon objectif n'était surtout pas d'être thérapeute. Mon objectif c'est de vivre avec les plantes. L'humain c'est à part quoi. Je m'y suis un peu plus intéressée plus tard. Mais à cette période-là, il ne fallait pas me parler d'humain.
À tel point que, ayant démissionné de mon boulot de restauration de pâture murale, je faisais des ménages. Et ce qui me faisait le plus grand bien, c'était les gens me confiaient leurs clés, me faisaient confiance. Et quand ils récupéraient leur maison, elle était plus belle qu'avant. Et ça, qu'est-ce que j'ai pu me reconstruire pendant 1 an? Ça finançait ma formation. Et pendant 1 an, je voyais pratiquement personne à part ma famille, enfin mon couple et mon gamin et mes amis, mais voilà, je me reconstruisais de la relation qui était hyper toxique que j'avais vécue avant. Voilà, et les plantes, tout d'un coup, je me suis connectée à un monde qui était absolument pas muet, qui était hyper diversifié et qui était surtout, j'allais dire au service, c'est faux. Qui était surtout en communication, en symbiose en fait, avec ce qu'a été l'humanité jusqu'à il y a quelques centaines d'années, jusqu'à ce qu'on décroche en fait. Et je me suis rendu compte qu'en Amérique du Nord, la relation avec le végétal, la relation avec la santé, la relation avec la nature pouvait être autre chose que celle que j'avais connue en France. Voilà. Un autre rapport. Pour certains, hein, pas pour tous, mais un autre rapport qui était complètement assumé, respecté, entendu. Il n'y avait pas eu cette scission, je pense, des 2 guerres qu'on a eues, nous, qui ont mis en avant le progrès absolu. Il n'y a pas eu non plus Pasteur, Mérieux et toute la clique. Voilà. Ça a été ça mes déclencheurs. Et après avoir... et à un moment donné, donc, dans l'herboristerie, ce que je me suis... À un moment donné, je me suis dit, il faut que j'en vive. Mais comment je peux en vivre? Donc, soigner les gens, ça ne m'intéressais pas, ça je l'ai dit. Par contre, m'occuper des plantes, si. Et ça c'était très très fort. Ça a été vraiment une révélation. Je me rappelle, j'en étais même émue quand c'est devenu évident. Et j'ai fait des pieds et des mains pour qu'une formation en production horticole soit prise en charge par l'équivalent de Pôle emploi là-bas. Et la nana, elle ne voulait pas du tout payer, mais j'ai été persuasive. C'est bon, j'ai eu cette formation en horticulture de prise en charge dans une école où on a appris que du pratico-pratique, en agriculture biologique, horticulture, maraîchage. Ouais, horticulture et maraîchage. Et tous mes stages, je les ai faits dans des jardins de production d'herboristerie. Et ça a été vraiment quelque chose de très fort. Voilà. Ça a été ça mes déclics. Et des rencontres comme Yves Gagnon, par exemple, et Diane Mackay, le jardin du Grand Portage, enfin, je ne sais pas s'il existe encore, parce qu'il parlait de retraite la dernière fois que j'ai eu des nouvelles. Des jardins voilà, qui appliquent l'agroécologie, qui appliquent des notions de culture et de savoir-vivre autre que ce qui était proposé au commun des mortels, quoi. Voilà. Plus d'autonomie, vraiment. Eux, ils mettaient vraiment l'emphase sur l'autonomie, sur faire son pain, faire ses poulets, comment optimiser chaque chose qui est produite par la maison. Lui, il avait l'habitude de dire un poulet, ça se mange 3 fois. Et j'adore cette notion-là, quoi. Tu manges le poulet, tu manges après en sandwich tout ce qui a été raclé de la carcasse, et après tu fais un bouillon d'os avec la carcasse du poulet. Et effectivement, tu manges ton poulet 3 fois, il n'est pas mort pour rien. Et j'aime cette notion-là. Voilà, je me suis beaucoup inspirée d'eux.